Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Comme tous les jours, on est ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat examine aujourd'hui la loi visant à lutter contre les propos haineux sur Internet. On va en parler avec la présidente de la commission de la culture au Sénat, la sénatrice Catherine Morin-Desailly. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Et à 10 jours du réveillon, nous vous emmenons passer Noël en Alsace. Aujourd'hui, direction le marché de Noël de Strasbourg. Nous serons notamment en direct avec le maire de Strasbourg, Roland Ris. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera de la réforme des retraites. La nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel des syndicats va-t-elle faire plier le gouvernement? La démission de Jean-Paul Delevoye fragilise-t-elle la réforme? On débattra de tout ça. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 17 décembre. 13e journée de mobilisation et l'ensemble des syndicats appellent donc à descendre dans la rue et Matignon l'a annoncé. Édouard Philippe recevra les partenaires sociaux pour des rencontres bilatérales demain et multilatérales jeudi. De son côté, Gérard Larcher reçoit également les partenaires sociaux. Ce soir, c'est Yves Verrier, le patron de Force ouvrière, qui sera au Sénat. Ce mardi est aussi une journée de mobilisation pour le personnel hospitalier. Après 9 mois de crise, il réclame toujours plus de moyens et d'effectifs. Le plan hôpital qui prévoit entre autres des primes et une reprise de la dette n'a pas calmé la contestation. Et puis Muriel Pénicaud annonce ce matin dans Le Parisien que la hausse du SMIC sera plus importante que prévu, mais il ne s'agit pas d'un coup de pouce du gouvernement. À partir du 1er janvier, le salaire minimum passera à 1 219 € net mensuels. C'est 15 € de plus qu'aujourd'hui. 2,3 millions de personnes seront concernées. Et on débute avec la sénatrice du jour élue de Seine-Maritime, siège dans le groupe Union Centriste et préside donc la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Bonjour Catherine Morin-Desailly. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette réforme des retraites, nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui et cette démission de Jean-Paul Delevoye hier, le haut-commissaire à la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, cette démission fragilise la réforme ? Je crois qu'au contraire, il a pris ses responsabilités et il se retire pour éviter que ses propres difficultés ne viennent à télescoper un débat, une concertation qui est déjà extrêmement difficile. Donc je pense qu'on peut prendre acte qu'il a pris ses responsabilités, il a tiré les conclusions de l'effet produit par un certain nombre de manquements à sa déclaration à la haute autorité. Et je trouve que c'est très bien ainsi. Il place vraiment au débat, à la concertation, pas à la polémique liée à des événements extérieurs. Donc au contraire, ça permet au gouvernement de pouvoir se concentrer sur la réforme? Oui. Ce que je note malgré tout, c'est que c'est la 16e démission depuis le début du quinquennat, de secrétaire d'État ou de ministre, pris dans des difficultés similaires. Ça commence à faire un peu beaucoup. Vous le notez, vous attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, on le disait, 13e journée de mobilisation, mais journée de mobilisation à l'appel de l'ensemble des syndicats. Ce n'était pas arrivé depuis 2010. Est-ce que vous attendez une journée de mobilisation plus importante encore que le 5 décembre? Elle sera certainement très importante et très, très suivie. C'est un fait. Moi, j'appellerais plutôt à une trêve pour la période de fin d'année, tout simplement parce que le Premier ministre a malgré tout clarifier les conditions de cette réforme des retraites en annonçant les lignes importantes du projet de loi qui sera débattu au mois de janvier, présenté précédemment au Conseil du ministre. Alors c'est un peu le bras de fer, certainement. Pour vous, c'est désormais plus clair? C'est plus clair. Il a fait un effort louable de pédagogie. On était dans une forme de confusion depuis la remise du rapport de Delevoye, depuis cette grande concertation qui était censée se dérouler. Et donc il fallait à tout le moins pouvoir savoir de quel texte on allait disposer et quelles en étaient les lignes forces. Et maintenant que vous y voyez plus clair, est-ce que le projet de réforme présenté par le gouvernement vous convient ? Je pense qu'il a le mérite de poser les choses de manière courageuse. Parce qu'on sait bien que cette question des régimes spéciaux, très spéciaux, devient profondément injuste
Si on compare les retraites des salariés concernés et les salariés du privé, ces avantages que je considère désormais comme acquis, tout à chacun d'ailleurs le pense, et puis la question aussi de l'équilibre financier de nos retraites. Faut penser aux générations futures et le système est profondément déséquilibré financièrement aujourd'hui. Alors certes, à l'instar de ce que dit le président de la CFDT, il faut peut-être pas tout voir sous l'angle budgétaire, mais c'est une donnée malgré tout à prendre en vous, considération. Il faut maintenir cet âge d'équilibre dans la réforme ? Je n'ai pas dit qu'il fallait le maintenir parce que tout ça c'est en débat pour l'instant, mais ce que je note, c'est qu'il y a aujourd'hui, il faut aller vers un système universel à points qui soit juste et solidaire. Et ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il n'est ni juste ni solidaire, dans la mesure où, encore une fois, ces régimes spéciaux, d'ailleurs, plombent très sérieusement le budget des retraites. Et ceux qui font grève aujourd'hui, ce sont principalement ceux, hélas, qui prennent en otage la France et qui bénéficient de ces régimes spéciaux. Vous présidez, on le disait, la commission de la culture et de l'éducation. Est-ce que les enseignants sont les principales perdants de cette réforme pour vous ? La cause des enseignants est très importante. Je la défends et d'ailleurs dans ma commission, j'ai fait faire un travail à 2 collègues, Masson et Françoise Laborde, sur le métier d'enseignant. Les dernières réformes concernant l'éducation n'ont jamais traité cette question. Je crois qu'il est temps de regarder un petit peu leurs conditions d'exercice de la profession. Et on l'a dit au ministre de l'Éducation nationale lors des débats sur la loi École de la confiance, qu'il serait plus que temps qu'ils se voient revalorisés. Ce sont les piliers de l'éducation nationale. Donc, il faut partir du fait que si, bien entendu, leurs conditions d'exercice ont évolué, le monde change également, il faut en même temps que leurs métiers qui sont amenés à changer soient revalorisés. Et ça passe, bien entendu, par la revalorisation des rémunérations et du coût des retraites. Et du coup, la revalorisation annoncée par le ministère de l'Éducation nationale, même si ce n'est pas très clair pour vous, ça vous va, mais il faut qu'elle concerne tous les enseignants ? Oui, tout à fait. Pas uniquement les nouveaux entrants ? Voilà, tous les enseignants, parce que j'estime qu'ils se dévouent corps et âme à ce très beau métier qui est de transmettre, de former les plus jeunes. C'est un investissement pour l'avenir et ils méritent toute notre reconnaissance. Allez, on va passer à ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui examine aujourd'hui la proposition de loi contre la haine en ligne. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Catherine Morin-Desailly. Bonjour. Et Alex, on le dit, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi contre les contenus haineux en ligne. C'est un texte porté par la députée Laetitia Avia et la commission du Sénat a modifié en profondeur ce texte, Alex. Et oui, ce texte est censé lutter contre un fléau de nos sociétés modernes, la violence des propos sur Internet. Alors comment stopper ce flot de haine sur Internet ? Eh bien en mettant la pression sur les plateformes en ligne qui hébergent ces contenus comme Facebook ou Twitter. La proposition de loi de la députée Laetitia Avia prévoit donc d'obliger ces plateformes en ligne à retirer tout contenu haineux en moins de 24 heures sous peine de sanctions pénales, d'une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des plateformes. C'est assez dissuasif. Eh bien, la commission des lois du Sénat a tout simplement supprimé cette disposition, cette mesure phare du texte, car les sénateurs estiment qu'elle pourrait être contraire à la liberté d'expression. Et oui, il y a un risque. Si les plateformes, par leurs algorithmes, filtrent les contenus haineux, elles pourraient également filtrer des contenus qui ne sont pas illicites. Et ce serait alors une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression. Et les sénateurs ne veulent pas de ce risque. Cette suppression du Sénat, elle a été saluée par beaucoup d'associations, notamment par l'association La Quadrature du Net, qui défend les libertés sur Internet. Alors voilà pour ce que le Sénat a supprimé, mais la commission des lois trouve quand même de bonnes choses dans ce texte, Alex. Et oui, la commission des lois du Sénat a même ajouté, a même enrichi ce texte avec des mesures, notamment pour mieux s'attaquer à la viralité des contenus haineux, c'est-à-dire leur capacité à se propager sur la toile. Le pouvoir de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les plateformes a été renforcé, tout en évitant une obligation de surveillance générale de ces plateformes, notamment pour éviter la réapparition d'un contenu haineux sur ces plateformes. Ça, ce ne sera pas possible, car il y aurait un risque d'entrer dans une ère de surveillance généralisée. Et ça, le Sénat français, défenseur des libertés, mais il n'aime pas trop ça. Merci beaucoup, Alex. Est-ce que la loi telle que sortie de l'Assemblée nationale, elle mettait en danger la liberté d'expression pour vous ? Oui.
Je suis rapporteur pour avis de cette loi de la même manière que j'étais rapporteur au fond sur la précédente loi visant à lutter contre la manipulation de l'information. Et il y a un risque potentiel de porter atteinte à la liberté d'expression. En voulant, dans cet article 1, en quelque sorte, privatiser la censure, la confier aux plateformes, on leur donne d'abord un nouvel avantage quand on sait que ces plateformes ont déjà tous les pouvoirs, elles se sont constituées en oligopole. Il y a désormais un abus avéré de position dominante de ces plateformes, ça a été reconnu au niveau européen. Elles ont abusé fiscalement et d'ailleurs elles ne veulent pas s'acquitter d'un juste impôt en compensation, en échange de tout ce qu'elles captent, toute la valeur ajoutée qui circule sur le net. Elles ont abusé en matière de dérive démocratique puisqu'on a prouvé que certaines élections, certains scrutins avaient été manipulés par ces plateformes avec d'autres entreprises de traitement des données. Je cite là l'affaire Cambridge Analytica. Et là, on leur donnerait un pouvoir supplémentaire qui est de décider quel contenu peut être maintenu ou non sur Internet. Alors bien entendu, il faut lutter contre la haine. Et d'ailleurs, j'éprouve la plus grande des compassions pour ma collègue Laetitia Avia qui en a été victime. Et je comprends son combat. Mais il faut aller taper là où ce sera efficace. Et pour moi, il n'y a qu'une solution. Je ne fais que de le dire depuis plusieurs mois. J'ai fait voter aussi une proposition de résolution européenne au Sénat sur ce sujet. C'est réouvrir la directive e-commerce. La directive e-commerce, donc qui a été votée début des années 2000, elle confère un non-statut, une non-responsabilité à ces plateformes. Or, il faut savoir qu'elles sont responsables à travers leurs algorithmes qui sont tout à fait opaques, dont on n'a aucune idée de la manière dont ils fonctionnent et dont ils privilégient tel ou tel contenu. Eh bien, ces plateformes ont le droit de vie ou de mort sur tout contenu qui circule sur Internet. Et il faut donc pouvoir les responsabiliser, il faut leur conférer un statut et une redevabilité. Et pour vous, ça se passe au niveau européen? Ça se passe au niveau européen et surtout, je crois qu'il faut questionner aujourd'hui le modèle de l'Internet qui n'est pas un modèle durable. C'est le modèle de l'économie de l'attention et tout est fait en fait parce que le clic est rémunérateur pour que ces fausses nouvelles ou bien ces propos haineux, eh ben, ils génèrent toujours plus de clics et d'attention. Le système est conçu ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des sociologues qui se sont penchés très sérieusement sur le modèle de l'Internet, qui n'est pas un modèle vertueux. C'est un modèle de prédation et c'est un modèle extrêmement dangereux potentiellement. Donc on voit, selon vous, c'est tout un système à revoir. Oui, tout à fait. Il y a des divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on vient de le voir. Est-ce que vous êtes confiante sur un accord sur ce texte ou pas entre les deux chambres? Nous ne serons pas d'accord sur l'article 1er. Je rappelle que la Commission européenne, qui a réouvert d'ailleurs ce débat sur la régulation de l'Internet et sur la directive e-commerce, j'ai bien entendu Margaret Vestager, eh bien, le Sénat souhaite bien entendu que l'on puisse réouvrir ce débat au niveau national. Eh bien, on suivra tout ça. Le texte est examiné aujourd'hui. Comme tous les jours, on va faire un détour par une rédaction locale, Catherine Morin-Desailly. Aujourd'hui, direction Verey-Voroise. C'est dans l'Isère. C'est là que se trouve le siège du Dauphiné libéré. Bonjour, Stéphane Echinard. Vous êtes le chef info de la rédaction centrale du Dauphiné libéré. Et vous allez nous parler du retour d'Alain Carignon au conseil municipal de Grenoble. C'était hier. Bonjour, oui effectivement c'était hier. On a beaucoup parlé du départ de Jean-Paul Delevoye hier, il y a un retour en Isère qui a fait parler, c'est le retour d'Alain Carignon. Ça fait des mois, ça fait même des années qu'on parle de ce retour d'Alain Carignon qui a été condamné, donc ancien maire de Grenoble, ancien ministre, qui a été condamné en 1996 pour corruption, qui a passé 29 mois en prison et depuis des années on parle de son retour. Et là il est candidat aux élections municipales de mars prochain et là par un jeu de chaises musicales d'élus ayant démissionné, il a pu faire son retour dans l'hémicycle 24 ans après, donc c'est vrai que ça a créé un petit peu d'agitation hier, à la fois dans l'hémicycle et en dehors. L'agitation, racontez-nous, c'était une ambiance électrique entre les pros et les anti-Carignon hier? Alors dehors, ça s'est quand même relativement bien passé parce que bon, il y avait des manifestations, ce qui est quand même pas commun. Alors qu'en général, on manifeste contre l'augmentation du prix du gaz, manifester contre le retour d'un élu, c'est assez rare. Il y avait deux manifestations. Il y avait une manifestation des pros, une manifestation des antis. C'est surtout à l'intérieur que l'ambiance est électrique parce que si on voulait avoir la preuve que les municipales sont dans 3 mois, on l'a eu hier.
les débats étaient vraiment très tendus. Il y avait même limite de la haine entre les intervenants. Et Alain Carignon a beaucoup parlé, a été très combatif hier. Et d'autres élus ont même carrément voté un vœu pour demander à ce que la loi change et qu'un élu condamné ne puisse tout simplement pas se présenter. Alors qu'aujourd'hui, la loi permet à Alain Carignon d'être candidat au municipal puisqu'il a payé sa peine. Et c'est les arguments qu'il a opposés à ses opposants. Alors, on a bien compris, hein, ce retour ne fait pas plaisir au sein du conseil municipal. Comment il est accueilli par les habitants à Grenoble ? Alors c'est toujours difficile à le dire. La seule base qu'on peut avoir, nous, chiffrée, c'est un sondage qu'on a fait il y a quelques semaines, qui le donne autour de 20%, ce qui est plutôt pas mal quand on sait que la droite n'est jamais très très haute à Grenoble historiquement. Depuis Alain Carignon, ce n'était plus le cas. Il faut toujours se méfier, c'est-à-dire que les opposants, on entend les opposants, mais il est en campagne depuis longtemps, Alain Carignon, et s'il y a bien quelque chose qu'il sait faire, c'est ses campagnes. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de supporters, des gens qui le suivent jusqu'au bout, qui le suivront jusqu'au bout, et on a l'impression, c'est vrai que dans certains quartiers, il passe plutôt pas mal, les gens sont contents de le revoir, peut-être qu'il y a une nostalgie de l'époque, de Grenoble, une nostalgie de comment on vivait à l'époque. Je pense que les adversaires d'Alain Carignon auraient tort de trop l'attaquer, de trop le dénigrer, de le prendre à la légère, parce que c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose autour de sa campagne. Alors je suis pas en train de vous dire qui va gagner. Normalement, c'est quand même Éric Piolle qui est le favori. Éric Piolle, le seul maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. Mais c'est vrai qu'il a ses chances, comme tout participant, mais il a ses chances. Allez, mais justement, on va parler d'un autre participant, un autre candidat, c'est Olivier Noblecourt, le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté. Il ne sera bientôt plus délégué interministériel puisqu'il devrait démissionner dans quelques jours. Oui, effectivement, Olivier Noblecourt, qui est grenoblois, qui a été adjoint à Grenoble et adjoint socialiste avec le mandat précédent. Et c'est vrai qu'Olivier Noblecourt, hier, c'était l'autre actualité du jour. Olivier Noblecourt qui a décidé de se lancer dans la bataille. Alors, il n'est plus socialiste, mais il porte une candidature de gauche. Ses adversaires rappellent qu'il a travaillé pendant ces derniers mois et c'était avec Emmanuel Macron justement contre la pauvreté. Olivier Noblecourt se lance dans la bataille pour Grenoble et se lance dans la bataille parce qu'il ne veut pas que cette élection se résume à un duel entre Éric Piolle et Alain Carignon, ce qui était un petit peu le cas hier quand même dans l'hémicycle. Ça a été beaucoup question d'un duel comme dans un western. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On va voir la une du Dauphiné libéré. Et donc, ces trois candidats, Éric Piolle, le maire sortant, et puis Alain Carignon et Olivier Noblecourt. C'est donc à la une, Grenoble, la campagne s'affole. Merci beaucoup Stéphanie Chinard d'avoir été avec nous en direct ce matin. On va maintenant parler de votre département, Catherine. Avec plaisir. La Seine-Maritime. On va commencer par Lubrizol, puisque vous êtes membre de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Vous multipliez les auditions. Est-ce que pendant ces auditions, il y a des choses qui vous ont surprise, qui vous ont inquiété, qui vous ont interpellé ? En réalité, je n'ai pas été beaucoup surprise parce que j'ai vécu l'événement de l'intérieur étant rouennaise. Donc, un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées, j'avais déjà entendu leurs témoignages lors de diverses réunions en circonscription. Nous avons un comité de la transparence qui a été mis en place par le préfet en présence de plusieurs ministres qui étaient venus alors. Et donc, nous poursuivons nos auditions, sachant qu'il y aura déjà certainement deux volets de préconisation. Un premier volet concernant toute la question de la communication et de la gestion de crise, et puis peut-être un autre volet sur le renforcement de la réglementation Seveso. La commission d'enquête à laquelle nous appartenons au Sénat n'est pas chargée de faire la lumière sur la cause de l'incendie. Il y a une procédure judiciaire pour ça et les pouvoirs sont très clairement séparés. Il n'en demeure pas moins qu'on se pose toujours cette question. Voilà. Bien entendu. Ces auditions, vous y voyez désormais plus clair sur ce qui a pu se passer. Pas encore tout à fait, mais on avance et ce travail est tout à fait essentiel parce que je pense qu'avec les pouvoirs aussi accrus du Sénat par rapport à l'Assemblée, je rappelle que l'Assemblée c'est une simple mission d'information, nous c'est une commission d'enquête, ceux qui se présentent devant nous doivent prêter serment, on peut aller plus loin dans l'investigation, et bien j'espère que nous aurons des éléments qui sont destinés avant tout aussi à rassurer la population sur les événements, leur déroulé, la façon dont les choses ont été prises en main, et je pense qu'on a besoin de ce travail de fond.
Et la population qui est aussi inquiète sur les conséquences en termes de santé de cet incendie, est-ce que... Alors, je voudrais dire qu'immédiatement, souvenez-vous, j'ai posé une question d'actualité au Premier ministre, demandant d'ailleurs la création de cette commission d'enquête, et j'ai demandé à ce que toutes les mesures sanitaires épidémiologiques soient prises à partir du moment où on vivait cette crise et sur le long terme. Je dois dire que toutes les mesures conservatoires ont été prises, et d'ailleurs, les agriculteurs et éleveurs ont été extrêmement responsables et organisés et ont permis que pendant 15 jours, on examine si tout ce qui était produit sur le territoire séno-marin, et en tout cas une partie de celui-ci, soit tout à fait comestible. Vous n'êtes pas inquiète sur les conséquences en termes de santé pour les habitants de Rouen et de la région? Vous savez, nous sommes dans un bassin de vie qui est pollué, comme d'autres grandes villes aujourd'hui qui sont aussi polluées parce qu'elles ont un tissu industriel dense à leur port. D'ailleurs, en Seine-Maritime, nous ne sommes pas la seule ville, puisqu'il y a aussi Le Havre qui a une zone Céveso importante. Donc nous sommes déjà dans un climat où il faut faire attention à la pollution. Alors il y a sans doute eu, et c'est avéré par les chiffres, un pic de pollution particulière ce jour-là. Il aurait fallu aussi être très fortement et dans la durée être sous l'effet de ce fameux nuage, sans doute pour entraîner des conséquences sanitaires graves. Tout ce que je sais, c'est que un certain nombre d'analyses ont été faites, de données ont été fournies, sous l'œil d'ailleurs de la presse, sous l'œil du concitoyen. Je pense que les autorités préfectorales n'auraient pas intérêt à cacher quoi que ce soit, dans la mesure où, en plus, le Parlement s'est saisi de cette affaire, et qu'il ne faut pas non plus sombrer dans une psychose très largement alimentée par les réseaux sociaux avec des fausses nouvelles et des mauvaises intentions. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les jours qui ont suivi, il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux d'images truquées, suggérant que l'eau était polluée, d'images truquées, de fausses informations, de faux communiqués de presse avec l'estampille préfecture, ce qui est absolument scandaleux. Donc il y a aussi cette montée en puissance de l'inquiétude qu'il faut pouvoir aussi, comment dirais-je, expliquer et surtout apporter des propos rassurants. Apporter des propos rassurants, ça ne veut pas dire nier la vérité et ne pas avoir d'exigence par rapport à ce qui s'est passé et la façon dont désormais les choses doivent être suivies. Attention, je comprends l'inquiétude de mes concitoyens. Allez, on va continuer à parler de Lubrizol puisqu'on va suivre maintenant la revue de presse de votre département avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on parle de Lubrizol dans l'Express. Et oui, puisque ça y est, l'usine Lubrizol, 3 mois après l'incendie de l'usine à Rouen, cette usine a redémarré samedi dernier, un redémarrage partiel décidé par le préfet de Seine-Maritime. Le préfet qui indique également qu'il y a encore 900 fûts dangereux à évacuer de l'usine. Alors comment faire fonctionner une usine chimique potentiellement dangereuse? Eh bien en construisant une palissade qui sépare d'un côté les 10% de l'usine incendiée et de l'autre le reste de l'usine qui n'a pas été touchée. Selon les autorités, cette solution temporaire n'est pas risquée. Catherine Morin-Desailly, vous étiez favorable à la réouverture partielle de cette... Alors, je n'appartiens pas au comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Je sais que celui-ci a voté à 20 voix contre 25 la réouverture, avec des conditions drastiques de mise aux normes et en sécurité. Un audit a d'abord été exigé de Lubrizol, qui a renforcé des conditions qui étaient d'ores et déjà jugées satisfaisantes. Donc, si ces deux petites unités, il s'agit de 2 hectares sur 16 hectares, réouvrent, c'est dans des conditions de sécurité drastiques. Et ça ne veut pas dire que c'est un quitus pour réouvrir toute l'usine. Ce sont 2 petites unités qui sont des unités de mélange et de solubilisation qui n'ont rien à voir avec un processus chimique qui pourrait potentiellement entraîner des dangers. Je pense que les services ont été très attentifs à ce que ça puisse se faire dans des conditions d'extrême sécurité et j'ajoute que ce sont 400 emplois à la clé, plus 2000 sous-traitants potentiellement concernés, donc il y a un contexte aussi économique et industriel. C'est un autre sujet à la une de Ouest France, Alex.
Oui, on parle toujours d'actualité industrielle en Seine-Maritime puisque la papeterie UPM est mise en vente. Une papeterie qui se situe à Grand Couronne près de Rouen. Le groupe finlandais qui la possède cherche des repreneurs et il y a en jeu 236 emplois directs et 800 emplois indirects qui sont concernés. Alors les élus et les parlementaires du secteur sont très inquiets contre un éventuel sinistre industriel sur ce dossier et ils ont écrit une lettre au président de la région Normandie, Hervé Morin, pour suivre de près ce dossier. Vous voulez dire un petit mot sur ce dossier? Oui, on peut compter sur Hervé Morin parce qu'il a mis en place des aides aux entreprises à travers un dispositif qui s'appelle ARM, qui vise à soutenir et aider des entreprises qui se trouvent en difficulté transitoire. Je rappelle qu'on a pu sauver 500 entreprises en Normandie ces 4 dernières années, plus de 11 000 emplois. Et donc la région est forcément extrêmement attentive à chacune de ces entreprises qui se trouvent dans des périodes un peu délicates où il faut assurer une forme de transition aussi industrielle, souvent des productions. Et on termine avec Paris-Normandie, Alex. Et Paris-Normandie qui titre sur le 12e jour de grève dans les transports en commun, grève contre la réforme des retraites, 12e jour de blocage. Alors on parle beaucoup de la galère dans les transports parisiens, mais à Rouen c'est également compliqué puisqu'hier le dépôt de bus de la compagnie Técart, la compagnie locale, a été bloqué par des grévistes composés de syndicats, de gilets jaunes et du personnel enseignant. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse de la Seine-Maritime. On va rester avec Paris-Normandie puisque Thierry Rabillet, le rédacteur en chef de Paris-Normandie, a une question à vous poser. On va l'écouter. Bonjour Madame la sénatrice, bonjour Catherine Morin-Desailly. Petite question très simple à quelques mois des échéances municipales. On a du mal à lire la stratégie des centristes en vue de ce scrutin. Parfois, vous soutenez des candidats LR, parfois vous alliez avec La République En Marche. Est-ce que vous pensez que pour les électeurs centristes, cette stratégie qui est à double niveau est très lisible et sera couronnée de succès en mars prochain ? Alors, je ne vois pas très bien où vous avez vu de la confusion parce qu'on a été on ne peut plus clair. Nous avons accordé, puisque vous parlez de Rouen, notre soutien, comme l'ont fait un certain nombre d'autres formations politiques au candidat Jean-Louis Nouvel, comme l'ont fait les Républicains, comme l'ont fait le MoDem, Agir, La République En Marche. En réalité, l'enjeu, c'est quoi à Rouen? C'est peut-être refermer la page de 30 ans de Fabuzy, 30 ans de gestion socialiste, d'une ville qui s'intègre maintenant au cœur d'une métropole qui se trouve être dans les plus mauvais classements en matière de résultats économiques. Donc je crois que la stratégie est là, elle est bien au-delà de nos formations politiques, elle est dans l'idée de dire que notre parti serment et on s'associe derrière une personnalité qui a le goût d'entreprendre et qui a, de par ses multiples actions précédentes, a démontré qu'il était capable de renverser la table. Voilà, la stratégie centriste, elle est très claire. Elle est d'être alliée avec, comme à la région, hein, nous sommes alliés avec nos collègues républicains. C'est le cas dans une majeure partie des villes, d'ailleurs en Seine-Maritime. Sur le plan national, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'elle est aussi claire, la stratégie? On voit à Paris, Jean-Christophe Lagarde apporte son soutien à Benjamin Griveaux. Dans d'autres villes, il peut effectivement soutenir des Républicains. Est-ce qu'elle est claire, votre stratégie? Non, elle est extrêmement confuse, mais je vais peut-être renvoyer à la stratégie de La République En Marche elle-même, parce que je pense qu'il s'adapte aux situations en fonction de là où il y a potentiellement des victoires possibles, ou s'associer aussi à des sortants, qu'ils soient LR ou socialistes. On voit que c'est un petit peu à la carte et que le but est peut-être de faire des élus locaux tout simplement. Moi, ce que je voulais dire tout de même, malgré tout, pour ces élections municipales, c'est toujours l'élection d'un homme ou d'une femme et d'un projet pour un territoire et une ville. On est bien au-delà parfois des étiquettes politiques et même pas seulement parfois, le plus souvent. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait un autre président de groupe, Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche. Il est revenu sur la démission de Jean-Paul Delevoye. On l'écoute. L'actualité, c'est Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, qui a démissionné après toutes les affaires qui lui étaient imputées sur des non-déclarations d'intérêt, notamment, ou de situation. Vous avez dit déjà que vous étiez triste, que vous respectiez sa décision. Est-ce que vous avez été surpris? Pas vraiment, parce que nous étions en contact depuis longtemps avec Jean-Paul Delevoye, depuis plusieurs jours.
La tristesse, c'est la tristesse de l'ami. Je sais que c'est très difficile à admettre pour l'opinion, peut-être pour la presse, pour les Français, qu'on puisse mêler ces considérations-là. Donc je les laisse de côté. Jean-Paul sait parfaitement ce que nous en pensons. Les députés entretiennent avec lui un lien très étroit, très fraternel, parfois filial. Mettons ça à part. Maintenant, ce qui compte, c'est le fait qu'il a pris une décision d'homme politique responsable qui n'a qu'une finalité, que la réforme à laquelle il a consacré toute son énergie et son talent depuis 2 ans puisse voir le jour. Ça, il vous l'a dit certainement. Oui, et d'une certaine manière, il n'a pris cette décision qu'en fonction de ce critère-là, sans du tout reconnaître de culpabilité. Parce que vous voulez dire que s'il n'avait pas démissionné, sa réforme était hypothéquée. C'est ce qu'il dit. Donc moi, je l'entends et je respecte cette décision et je respecte cette explication. Mais vous dites que vous n'avez pas été surpris. Nous, on a été surpris. Parce que pendant 48 heures, ce week-end encore, c'était à tous les niveaux, les ministres, les députés, les porte-paroles d'En Marche, c'était « il est de bonne foi, il n'y a pas de raison qu'il démissionne ». Et puis patatras, on apprend qu'il démissionne. Il est bonne foi. Jean-Paul Delevoye est parfaitement de bonne foi. Il a commis des erreurs, des négligences, il a commencé à les réparer. Je dis que c'était normal que ce soit lui qui prenne cette décision. Ça n'était pas à nous de la prendre pour lui. Il n'y a pas eu de pression de la part du gouvernement pour qu'il prenne cette décision. Écoutez, moi je ne suis pas dans les relations avec le gouvernement, mais j'ai la certitude que cette décision, il l'a prise, comme toujours dans sa vie politique, en homme libre. L'invité politique ce matin, c'est Damien Abad. Bonjour. Bonjour. Député de l'Ain, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. On va commencer bien sûr par la réforme des retraites qui va occuper l'essentiel de cette interview. Démission hier de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Il a fait le choix de démissionner. Est-ce qu'il a eu raison ? Oui, bien entendu, cette démission était inéluctable, inévitable et indispensable. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas porter une réforme des retraites et dans le même temps être pris en défaut. Et donc je crois qu'il en a tiré les conclusions. Ce que je regrette simplement, ça a été le bal des ministres qui est venu tout le week-end nous expliquer que M. Delevoye allait rester, qu'il n'y avait aucun problème et que tout allait bien. Cette réforme, elle est mal née et c'est l'une des conséquences de cette mauvaise Et qu'il était de bonne foi. Pour vous, il n'était pas de bonne foi, Jean-Paul Delevoye ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas à juger de savoir s'il est de bonne foi ou pas de bonne foi. Je ne tire pas sur une ambulance. Je dis simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement est démonétisé et encore une fois, c'est la réforme des retraites dans son ensemble qui est affaiblie. Alors, est-ce que ça ne fragilise pas cette réforme ? Parce qu'on le sait, c'est une réforme compliquée. Il en connaissait tous les coins et les recoins. Aujourd'hui, il faut trouver quand même quelqu'un qui connaisse le sujet sur le plan technique et qui en plus sache rassurer les syndicats. Parce que l'enjeu était aussi là. Vous avez raison, la compétence technique de M. Delevoye était réelle. Et aujourd'hui, surtout, c'est que les syndicats ont encore le sentiment d'être floués parce qu'il y a eu 2 ans de concertation. On a nommé un haut commissaire aux retraites pour avoir justement une personne référente, pour avoir un porte-parole, un interlocuteur. Et aujourd'hui, c'est une réforme sans tête qui est proposée aux Françaises et aux Français. Et cette réforme sans tête, elle a des conséquences sur le dialogue social, elle a des conséquences sur la négociation. Et forcément, il va falloir en plus trouver quelqu'un à la va-vite et que donc cette personne-là, il faudra qu'elle ait une expertise technique, une expertise politique. Et donc tout ceci complexifie la relation pour le gouvernement. Mais on voit bien que c'est quand même la 12e démission en l'espace de 30 mois, je crois. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça signifie qu'il y a un malaise au sein de ce gouvernement et qu'il y a surtout parfois un casting qui est un peu rapide et qui manque, je dirais, d'éléments structurants. Et aujourd'hui, c'est surtout cela qui est regrettable. Ça veut dire quoi, que les vérifications nécessaires n'ont pas été faites pour vous ? Non, mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une réforme sans tête. Il y a aujourd'hui un haut commissaire qui a eu l'obligation quasiment de démissionner. Et il y a aujourd'hui plus d'un interlocuteur, à part le Premier ministre, face aux syndicats. Et donc, il y a un dialogue social qui est fragilisé et qui est affaibli justement par cette démission. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le Premier ministre que les syndicats ont envie de voir ? Est-ce que de toute façon, Matignon n'avait pas repris la main sur ce dossier ? C'est Édouard Philippe demain qui va recevoir les partenaires sociaux. En quoi la réforme est sans tête ? Oui, mais alors, il faudra m'expliquer pourquoi on nomme un haut commissaire aux retraites, pourquoi on le charge de faire une concertation pendant 2 ans, pourquoi on le charge de faire un rapport, et au moment où il faut porter cette réforme de retraite, on renvoie la balle au Premier ministre. C'est ça qui ne va pas, c'est cette méthode que nous critiquons chez les Républicains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est de la clarté. Le double langage du gouvernement conduit à la double peine pour les Français. Ils n'auront ni la paix sociale immédiate,
ni le sauvetage des retraites à long terme. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc il faut changer de méthode, il faut changer de comportement, changer d'attitude et renouer les fils du dialogue social. La CFDT, nous, on a un désaccord profond avec la CFDT sur la question de l'équilibre financier des retraites. Et on l'assume chez les Républicains. Mais là où la CFDT a raison, c'est qu'elle a le sentiment d'être flouée. C'est qu'on lui a fait une promesse et que finalement, on fait l'inverse le lendemain. Donc forcément, comment voulez-vous construire une relation apaisée dans ces conditions? C'est ça qui ne va pas. C'est ce double langage permanent d'un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités et cette réforme. Alors désormais, la réforme est sur la table. Édouard Philippe l'a présentée dans les détails. Est-ce que vous y voyez plus clair? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on voit bien le flou qui règne, par exemple, sur l'âge pivot. Enfin, c'est quand même incroyable que vous avez un Premier ministre qui dit « moi, je suis attaché à l'âge pivot qui est le moyen d'équilibrer le système des retraites ». Et puis ensuite, vous avez un bal des ministres tout le long du week-end qui vous dit l'exact inverse. Le patron des députés de La République En Marche, le ministre de l'Économie, la ministre de la Santé, des députés qui reçoivent en catimini le leader de la CFDT. Tout ceci signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas d'accord politique dans la majorité. Ça signifie qu'il n'y a pas de cap et qu'il n'y a pas de cohérence. Et donc forcément, on brouille les pistes, forcément c'est confus, forcément c'est flou. Et cette confusion et ce flou permanent génèrent et cristallisent de l'angoisse chez les Français. Et c'est aujourd'hui cela qui nous interroge. C'est cette méthode. Et là, le gouvernement a une responsabilité. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que pour nous, le compte n'y est pas. Qu'est-ce que ça veut dire que cette réforme a été mal préparée, à la fois sur le plan technique et sur le plan politique? Je pense surtout que cette réforme n'est pas assumée. Je pense surtout qu'on a un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Et je pense surtout qu'il y a un désaccord profond au sein du gouvernement entre un Premier ministre qui, de bonne foi, pense qu'il faut équilibrer financièrement le système de retraite, et sur ce point-là, il a raison, et des ministres qui tirent à vue et qui expliquent qu'il faut donner raison à la CFDT et abandonner toute logique de réforme financière des retraites. C'est quand même un sujet central de savoir si on est pour ou contre une mesure d'âge, de savoir si on est pour ou contre équilibrer le système de retraite. Et on voit bien qu'il y a un hiatus, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, entre une majorité de parlementaires qui viennent de la gauche et un certain nombre de ministres qui viennent de la droite. Eh bien, à un moment donné, en même temps, ça montre ses limites. Et sur la réforme des retraites, on le voit très clairement. Ça montre qu'il n'y a pas de corpus idéologique dans la Macronie, c'est ça que vous dites? Oui, ça montre que finalement, il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de valeur partagée en tant que telle. Et il n'y a pas de cap. Et donc, les Français n'y comprennent rien. Et le seul moyen de réussir, c'est de les endormir. Le seul moyen de réussir, c'est l'enfumage permanent. C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Mais au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ça commence à se voir. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour notre opposition, c'est de débusquer justement le gouvernement, c'est de lever les masques et c'est de savoir quelle est sa vérité politique, quel est son chemin pour la réforme des retraites. Et j'ai le sentiment que c'est la reculade annoncée. J'ai le sentiment que le Premier ministre va devoir finalement reculer en race campagne et battre retraite pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'est soutenu ni par sa majorité, ni par les gouvernements sur cette mesure d'équilibre financier. Donc reculer, ça veut dire pour vous abandonner la question de l'âge d'équilibre? Oui, même si, nous le disons aussi, pour nous, l'âge d'équilibre, c'est aussi quelque chose de très hypocrite. Parce que la grande difficulté dans l'âge d'équilibre, c'est qu'on va dire aux Français, en fonction de leur niveau de vie, en fonction de leur choix, eh bien, si vous partez entre 62 et 64 ans, vous aurez une super décote et vous aurez des pensions de retraite diminuées de 10%. Nous ne voulons pas de ça. Parce que nous ne croyons pas aux pensions pauvres. Alors, nous ne voulons pas de la baisse des pensions. Oui, mais la réalité, c'est celle-là. Et donc, c'est un système de bonus-malus qui est un système hypocrite où, parce qu'on ne veut pas assumer le report de l'âge légal à la retraite, comme ça se fait dans tous les pays européens, et comme on ne l'assume pas, on préfère l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est la baisse des pensions pour les Français. Sauf qu'ils ne le voient pas aujourd'hui. C'est pour ça que personne n'en parle. Mais la réalité de la réforme, c'est celle-là. Avant de parler des pensions, pour vous, cet âge d'équilibre, c'est un recul déguisé de l'âge de départ à la retraite? Bien sûr. Nous, depuis le début, et on a le mérite de cette clarté, de cette vérité, on dit qu'il n'y a pas 50 manières de réformer le système des retraites. Soit vous touchez à l'âge, soit vous touchez aux pensions, soit effectivement vous allongez, vous augmentez les cotisations. Eh bien nous pensons que c'est uniquement par l'âge, parce qu'en fonction de l'espérance de vie en bonne santé, à condition, à côté de cela, de prendre en compte la pénibilité, de prendre en compte un certain nombre de parcours difficiles, c'est que comme cela qu'on pourra équilibrer un système de retraite. Notre fil rouge, c'est de ne pas baisser les pensions des retraités. Si on ne fait pas cette mesure financière, eh bien, la conséquence, ça sera soit la baisse des pensions pour les retraités, soit l'augmentation des impôts pour les Français, soit les deux en même temps. Parce que, Damien Abad, il faut aussi voir que 40% des personnes, au moment où elles liquident leur pension de retraite, en fait, sont soit au chômage, soit en invalidité. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi la question du vieillissement à laquelle il faudrait s'attaquer? Vous avez tout à fait raison. Et je pense que l'une des erreurs aussi du gouvernement, c'est de s'enfermer
dans une seule réforme des retraites sans prendre en compte une dimension centrale qui est celle de l'emploi des seniors. Aujourd'hui en France, on a expliqué il y a quelques années que quand on avait 55 ans, on n'était plus bon à rien, c'était le système des pré-retraites. Et qu'aujourd'hui, l'employabilité des personnes seniors, comme on dit, est difficile. Et je pense qu'au contraire, c'est une chance, c'est une richesse dont on se prive. Et que moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'au-delà de la réforme des retraites, on puisse penser un peu globalement notre système, en intégrant la question de l'emploi des seniors et en intégrant aussi la question de la dépendance, c'est-à-dire d'un pacte intergénérationnel entre le 3e et le 4e âge, une solidarité financière entre les deux. Aujourd'hui, on navigue à courte vue parce qu'on veut sauver les apparences. Encore une fois, qu'est-ce que veut ce gouvernement ? Il veut juste gagner la bataille de l'opinion. Il ne veut pas réformer le pays. Il veut juste gagner la bataille de l'opinion, quitte à sacrifier le Noël des Français et quitte à faire en sorte que les commerçants perdent du chiffre d'affaires pendant les fêtes de Noël. Je trouve que c'est particulièrement cynique et regrettable. Mais vous dites que c'est la responsabilité du gouvernement si on en est là aujourd'hui dans les mobilisations ? Je dis que c'est une responsabilité partagée. Bien sûr qu'il y a une responsabilité de la part de certains syndicats dans ces manifestations, et je ne suis pas de ceux qui lèvent cette responsabilité. Mais certains syndicats, c'est lesquels ? Les syndicats qui ne sont pas des syndicats réformistes et qui veulent uniquement donc la CGT, bloquer. forcément. Bien entendu. Mais au-delà de ça, il y a une responsabilité du gouvernement. Et on a le sentiment depuis ce week-end que c'est l'irresponsabilité généralisée du gouvernement. Ah ben écoutez, si on est bloqué, ce n'est pas de notre faute. Voilà ce qu'on dit aux Français. Comprenez, il faut s'en prendre aux autres. Mais il y a quand même une responsabilité du gouvernement. Il y a d'abord une responsabilité sur le calendrier. 93, 2003, 2010, jamais on a eu une réforme des retraites qui a été présentée 15 jours avant Noël. Il y a ensuite une responsabilité sur la méthode, le flou et la confusion permanente entretenue depuis 2 ans qui a cristallisé ces angoisses des Français. Et puis il y a une responsabilité sur le fond. C'est que le président de la République, il est enfermé dans sa promesse présidentielle, qui était celle de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, qui était une promesse intenable. Et que donc, forcément, aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces électeurs qui disent « Mais attendez, on a voté pour un président de la République qui ne voulait pas modifier cet âge de retraite et qui ne voulait pas réformer les retraites. » Donc forcément, ça crée des difficultés dans le dialogue social. Pour vous, c'était une promesse démagogique ? C'est une promesse intenable. On le sait très bien. Et on avait besoin de réformer le système des retraites parce que si on veut sauver notre système par répartition, si on veut mieux prendre en compte les pensions des veuves, des mères de famille, si on veut mieux prendre en compte la pénibilité, sur tous ces sujets-là, forcément, on a besoin d'un équilibre financier du système. La mobilisation aujourd'hui s'annonce importante. Première fois depuis 2010 que tous les syndicats appellent à descendre dans la rue. Est-ce que pour vous, elle va être plus importante que le 5 décembre dernier ? Je ne sais pas, mais vous savez, je crois qu'au-delà de la bataille du chiffre, il faut qu'on soit clair. La nation française, aujourd'hui, elle est déchirée. Il y a un niveau de tension incroyable. Il y a quasiment à tous les coins de rue à Paris ou en Île-de-France des tensions, des insultes, des menaces, des bagarres, des malaises, des choses dont personne ne parle, mais c'est la réalité du Parisien et du Francilien le matin quand il veut prendre un métro ou prendre son RER. Et donc, il y a une souffrance généralisée. Il y a aussi une colère des Français qui en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de ne pas pouvoir aller au travail librement. Ras-le-bol de pouvoir finalement de faire face à cette nation déchirée. Et puis ras-le-bol aussi de voir que dans les autres pays européens, il y a un service minimum des transports qui existe et qui fonctionne. Et que le seul pays européen où ça ne fonctionne pas, c'est la France. Vous soutenez Bruno Retailleau qui demande un service minimum réel quitte à réquisitionner des grévistes ? Oui, je crois que Bruno Retailleau a raison parce qu'on ne peut pas voter une loi sur le service minimum des transports et finalement, la seule traduction concrète de cette loi, c'est la déclaration du préavis de grève 48 heures à l'avance. Ça ne suffit pas. Moi, je suis pour le droit de grève. Mais je dis que le droit de grève ne doit pas prendre en otage les Français. C'est ce qui existe dans tous les autres pays européens. Pourquoi la France, ça serait le seul îlot où finalement, quand il y a une grève, tout le monde serait bloqué ? Je crois que ce n'est pas le bon système. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon non plus pour les syndicats. Parce que ça peut ternir le mouvement, ça peut pourrir le mouvement, ce que le gouvernement d'ailleurs souhaite. Et finalement, on passe à côté des vraies causes et de la vraie souffrance sociale. Laurent Berger, justement, appelle à une suspension du mouvement pendant la période des fêtes. Il a raison ? Oui, bien sûr qu'il a raison. Bien sûr qu'on a besoin d'une trêve, moi aussi. Et les Républicains demandent également à ce qu'il y ait une trêve à Noël, à ce qu'on respecte tout simplement le Noël en famille des Français, à ce que l'on respecte les commerçants qui font 20, 30, 40% de chiffre d'affaires en plus à Noël, et à ce que tout simplement on fasse en sorte dans ce pays qu'on n'oppose pas les Français les uns aux autres. Mais malheureusement, au-delà de la trêve de Noël, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on renoue les fils du dialogue entre une France qui est coupée en deux, qui est déchirée, qui est fracturée. Je suis déjà venu sur ce plateau, je l'ai déjà dit sur les fractures territoriales et sociales. Elles sont toujours plus fortes malheureusement. Et donc aujourd'hui, il y a un système de tension qui est extrêmement fort. Mais qu'on soit bien clair, vous demandez une trêve à Noël ou vous demandez d'arrêter les blocages, d'arrêter les grèves ? Je demande les deux. Je demande la trêve de Noël et je demande d'arrêter les blocages pour ne pas que les Français soient pris en otage. Pas les grèves.
Les grèves, chacun a le droit de grève en tant que tel. Mais vous savez, chez les Républicains, contrairement au Rassemblement national, nous sommes un parti responsable. Et contrairement au Rassemblement national, on ne raconte pas n'importe quoi. Nous, on est pour la réforme. Mais on est pour une réforme qui soit juste et audacieuse. Et le gouvernement, dans la copie qu'il vient de rendre, c'est une réforme qui est injuste et c'est une réforme qui va être sur le reculoir. C'est ça la grande différence. Et surtout, on est pour dire la vérité aux syndicats et aux Français. Pas masquer, pas toujours créer du faux semblant et faire du non-dit. On va parler de votre contre-projet, mais est-ce que si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas aussi parce que la droite, quand elle était au pouvoir, elle n'a pas supprimé les régimes spéciaux et elle n'a peut-être pas reculé assez l'âge de départ à la retraite? Vous savez, je pense que sur les retraites, on a une vraie crédibilité politique. Parce qu'on l'a réformé en 93, on l'a réformé en 2003 et on l'a réformé en 2010. Et vous voyez bien comme moi qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc sur les régimes spéciaux, nous sommes pour l'extinction des régimes spéciaux. Mais pas dans le calendrier qu'on propose aux Français, qui est au-delà de 2045. D'ailleurs, on nous dit souvent, mais vous savez, il y a 75% de votre électorat à droite qui soutiennent la réforme. Mais bien sûr que si on leur dit cette réforme contient la fin des régimes spéciaux, ils vont la soutenir. Sauf que ce n'est pas la réalité de la réforme. La réalité de la réforme, c'est que l'extinction des régimes spéciaux, ce n'est pas avant 2045. Donc ça pose un problème d'équité et surtout, ça pose un problème de responsabilité. Un grand réformateur, ce n'est pas quelqu'un qui impose quelque chose dans 4 décennies, c'est quelqu'un qui réforme pour les 4 prochaines décennies. Alors justement, vous avez présenté un contre-projet. Ce sont des amendements que vous défendrez lors de l'examen du texte? Oui, il y aura une vraie bataille législative et politique. Et les Républicains seront à la pointe de cette bataille législative et politique. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est la seule force d'opposition qui a fait des propositions concrètes, qui les a mis sur la table, noir sur blanc, qui a même fait un site internet, qui a même fait un document écrit pour montrer justement qu'il faut dire la vérité aux Français. Donc oui, on aura des amendements. On aura certainement même un contre-projet législatif pour dire voilà quel serait notre calendrier, quelle serait notre méthode et quelles sont nos convictions politiques fortes. Et je souhaite aussi qu'au-delà de la réforme des retraites, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on puisse aussi traiter la question du cumul emploi-retraite, de l'emploi des seniors, de la dépendance, tous ces sujets qui sont centraux et qui doivent être aussi abordés devant les Français et devant la représentation nationale. Et permettez-moi juste de dire une chose, c'est que depuis quand même ces annonces sur les retraites, on n'a pas eu un seul moment devant la représentation nationale, devant l'Assemblée, pour pouvoir interpeller le Premier ministre. Est-ce que vous croyez que c'est normal, dans une démocratie française, que l'on attende 8 jours pour pouvoir interpeller le Premier ministre suite à ces déclarations? Je trouve que cela aussi, ça pose quand même un certain nombre de problèmes et d'interrogations. Il y aura un débat au Sénat le 7 janvier sur le sujet. Vous demandez à ce qu'il y en ait un à l'Assemblée aussi? Bien sûr, j'ai déjà demandé la semaine dernière qu'on puisse avoir un débat, une déclaration du Premier ministre, suivi d'un débat comme la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale nous le permet. Mais est-ce que dans une démocratie moderne, c'est acceptable qu'on ne puisse pas pendant 8 jours interpeller le gouvernement, qu'on ne puisse pas avoir de débat sur les retraites, qu'on doit attendre le texte qui sera là en février, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois après la présentation par le Premier ministre et le Président de la République? Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci, ça montre quoi? Ça montre que la démocratie française, elle est abîmée parce qu'elle est détournée, que l'Assemblée nationale n'est plus respectée et que le gouvernement s'essuie les pieds devant la représentation nationale. Un dernier mot sur ce sujet. Est-ce que vous avez des doutes sur le financement de cette réforme? Oui, c'est plus que des doutes, c'est malheureusement presque des certitudes sur son non-financement. On a annoncé toute une série de mesures de compensation qui vont coûter extrêmement cher et aucune d'entre elles n'est financée. La réalité, c'est qu'on va laisser filer le déficit et donc ça veut dire qu'on augmentera les impôts. Et donc bien sûr qu'on interroge. Et ce n'est pas nous qui le disons. Le Conseil d'orientation des retraites le dit. Si rien n'est fait à l'horizon 2025, c'est entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit de notre système de retraite. Et si rien n'est fait après 2025, c'est 8 milliards d'euros par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2030, si rien n'est fait, on sera dans un système où on aura un déficit de l'ordre de 50 milliards d'euros, ce qui, bien sûr, n'est pas tenable et n'est pas acceptable. Allez, on va passer aux Républicains. Vous rencontrez Bruno Retailleau aujourd'hui, président du groupe. Au Sénat, est-ce que vous n'incarnez pas deux lignes totalement opposées aux Républicains? Mais absolument pas. Regardez, vous m'interrogez tout à l'heure sur la proposition de loi de Bruno Retailleau sur la réquisition et le service minimum des transports. J'ai dit que j'étais favorable. Vous pouvez m'interroger sur son proposition de loi sur l'interdiction des listes communautaires. Nous sommes également favorables. Non, nous avons des convictions politiques fortes, partagées, assumée, qui est celle effectivement de l'autorité de l'État, qui est celle de l'effort, du mérite et des valeurs de la droite. Et donc, au-delà d'ailleurs de ces convictions politiques fortes, nous avons aussi un chemin à construire ensemble pour que Assemblée et Sénat, on apprenne à chasser en meute pour pouvoir prendre en tenaille le gouvernement et le mettre face à ses contradictions et ses responsabilités. Ce qui veut dire que l'opposition retrouve des couleurs avec ce dossier des retraites notamment? Peut-être, en tout cas, nous, on n'est pas là pour retrouver des couleurs sur le mal des Français. Ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est qu'on va certainement retrouver de la crédibilité parce que le chemin qu'on a pris, contrairement
au moment de la crise des Gilets jaunes. On a un cap, on a une cohérence, on a fait des propositions et on a fait le choix du chemin de la crédibilité. Parti, groupe à l'Assemblée et groupe au Sénat ensemble. Quel est l'objectif avec Bruno Retailleau? C'est de faire du Parlement le laboratoire de l'alternance pour les Républicains en vue de 2022? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans un temps politique nouveau où il ne faut pas simplement être une force d'opposition, il faut être aussi une force de proposition qui permet de gagner nos jalons pour construire l'alternance politique dont les Françaises et les Français ont besoin. Et donc, c'est cela l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on puisse porter des propositions communes, qu'on puisse porter des amendements communs, des propositions de loi communes, qu'on puisse partager un certain nombre de convictions ensemble et montrer qu'il y a une possibilité d'alternance. On veut tellement nous enfermer dans ce duel Rassemblement national en marche, progressiste comme nationaliste, qui sera un duel mortifère pour la France et les Français, que nous, on doit construire cette voie de l'alternance. Et je pense qu'on a besoin, avec Bruno Retailleau, avec Gérard Larcher, avec Christian Jacob, avec toutes celles et tous ceux qui le veulent bien, de construire cette force du collectif. La droite, ça doit redevenir une force du collectif et non pas une ambition d'ego les uns à côté des autres. Dernière question sur les municipales, Patrice? Oui, alors combien de députés seront candidats chez vous, municipal? Écoutez, je crois que ce sera moins d'une dizaine. Certains députés seront engagés, effectivement. Je pense par exemple à Gilles Lurton, qui a un vrai combat à mener sur Saint-Malo, parce qu'ils auront leur responsabilité là-dessus. Mais ça concernera finalement peu de députés chez nous. Vous allez vous engager dans cette campagne des municipales, de quelle manière? Alors pas en tant que candidat, mais en tant que président de groupe, effectivement. Je serai aux côtés d'abord de nos candidats, aux côtés également de Christian Jacob et de notre équipe dirigeante. Parce que vous savez, les municipales, c'est un enjeu fondamental pour le Sénat. Au-delà du Sénat, c'est un enjeu pour les territoires et pour notre parti. C'est un moyen de montrer que la génération politique qu'on a mis en place en 2014 doit confirmer aujourd'hui, montrer effectivement que dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les grandes villes, eh bien les Républicains sont la première force politique dans ce pays. Nous, on n'est pas pour la stratégie du coucou, où on fait notre nid sur le dos des autres. On est pour une stratégie assumée, de conviction, où on porte haut et fort nos couleurs et nos candidats. Le coucou, on suppose que c'est la République en marche? Bien entendu, vous savez, c'est ceux qui sont sur le porte-bagages et qui croient conduire le vélo. Eh bien, merci beaucoup, Damien Abad. Merci. D'avoir été avec nous ce matin. Demain, votre place, ce sera Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Patrice. Et on passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de la réforme des retraites. Va-t-on vivre une journée décisive pour l'avenir de cette réforme? L'ensemble des syndicats appellent à la mobilisation aujourd'hui. Le gouvernement peut-il plier? La réforme est-elle fragilisée par la démission de Jean-Paul Delevoye? On va débattre de tout ça. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, on vous emmène passer Noël en Alsace. Aujourd'hui, direction le marché de Strasbourg, une institution. Mais il y a un an, il était touché par un attentat. Qu'en est-il un an après? Comment les commerçants vivent ce Noël? Les touristes sont-ils de retour? Et comment la mairie a renforcé la sécurité? On voit tout ça avec Audrey Vuettas et Aurélien Romanoff. Il y a un an, presque jour pour jour, la fête du marché de Noël a viré à l'horreur. Ça s'est passé juste derrière moi, c'est dans la rue des Orfèvres. Un homme a perpétré un attentat terroriste, il a tué 5 personnes, en a blessé 11 autres. Olivier Klein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association du Carré d'Or. C'est une association de commerçants ici dans le quartier. Vous avez d'ailleurs un établissement juste derrière. J'imagine que cette soirée reste marquée dans les esprits. Bien sûr, nous y avons pensé toute l'année. Tout ceci est beaucoup remonté avec les préparatifs du marché de Noël pour les commerçants, surtout dans ce quartier où nous avons vécu des choses dramatiques. L'association des commerçants avait anticipé l'hypothèse qu'il puisse y avoir un attentat après Paris, après Nice. Donc nous avions organisé avec l'ensemble des commerçants et la sécurité civile une formation sur les gestes qui sauvent. Et la directrice de mon établissement a su mettre à l'abri les personnes qui restaient encore dans la rue, qui étaient ici dans les chalets du marché de Noël du Carré d'Or, en respectant vraiment le protocole qui nous avait été enseigné, mettre les gens à l'abri, à l'étage, éteindre les lumières, loin des fenêtres. Quelques jours après l'attentat, le marché a rouvert. C'est ça,
pas aussi justement cette résilience chez les commerçants alsaciens? Le marché a rouvert le vendredi et là nous avons vécu un moment incroyable et très particulier parce que les Strasbourgeois sont venus en ville, sont venus au marché de Noël, sont venus dans les rues et dans les lieux où ça s'était passé. Est-ce que les touristes, les visiteurs se sentent en sécurité? Oui, je crois. Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont présents. Donc il y a la sécurité sur les checkpoints autour de l'ellipse insulaire. Se rajoute aussi bien sûr un travail de renseignement avant l'ouverture et pendant l'ouverture. La sécurité a toujours été très importante au marché de Noël. Il avait d'ailleurs fait l'objet de menaces depuis le début des années 2000. La tension s'était renforcée après les attentats de Paris en 2015. Cette année, à l'inauguration du marché, Christophe Castaner a parlé d'un dispositif de sécurité plus dynamique, mieux coordonné. Robert Herrmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la mairie en charge de la sécurité. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis l'an dernier? Ce qui a changé, c'est que nous avons retenu le dispositif qui a été mis en place principalement après l'attentat, c'est-à-dire une réduction du nombre d'entrées du marché. Par ailleurs, un renforcement évidemment des effectifs de sécurité. Et nous avons bénéficié d'un dispositif que Castaner appelle effectivement plus dynamique, qui est un nombre de policiers en civil plus conséquent dans les dispositifs, de telle sorte que la capacité d'écoute et d'action soit renforcée. Et puis il y a l'ensemble des processus que nous avons mis en place avec les moyens anti-voitures bélier ou anti-camions bélier, avec des fosses sur les voies du tram de manière à ce que celles-ci ne puissent pas être utilisées. Est-ce que les touristes ont remarqué ce dispositif de sécurité particulier? Est-ce que ça les rassure? On va aller leur demander. I'm from South Korea. Sang Min Lee vient de Corée du Sud. Elle nous explique qu'elle a eu un peu peur avant de venir, mais qu'elle est rassurée depuis qu'elle a vu la sécurité déployée. Si ça rassure les gens, c'est bien. Après, ça n'empêchera pas de... Je ne suis pas sûre que ça empêche les gens de rentrer parce qu'avant 11h, il n'y a pas de contrôle. Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est plus pour rassurer les gens. La foule semble de retour pour cette 450e édition. L'enjeu était de taille pour la ville et les commerçants. Chaque année, plus de 2 millions de touristes se pressent dans la capitale de Noël. Voilà pour ce reportage de Drevetaz et Aurélien Romano. La suite, demain, on s'intéressera aux jouets d'occasion. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce club. Pascal Jalabert, vous qui représentez les journaux régionaux de l'Est de la France. On a vu ce reportage au marché de Strasbourg. C'est une institution, marché frappé il y a un an par un attentat. Et on entendait les commerçants dire on y a pensé toute l'année, mais finalement les Strasbourgeois sont revenus. Les stigmates de cet attentat sont pas effacées, mais en tout cas, elles sont un petit peu oubliées. Oubliées, oui et non. Donc c'était le 11 décembre 2019, personne n'a oublié, 5 personnes tuées, une dizaine de blessés, un traumatisme pour Strasbourg et au-delà toute l'Alsace, puisque les marchés de Noël en Alsace, c'est une vraie institution. Celui de Strasbourg, c'est celui qui a le plus de rayonnement national, voire international. Donc oui, mais là on a vu des touristes coréens qui s'exprimaient, ce qui est très bien. Ça veut dire que des gens sont venus d'ailleurs voir le marché de Strasbourg, faire des achats. C'est un vrai spectacle sur la place de Broglie, comme il faut dire en Alsace. Donc oui, tout se passe bien, mais en effet, les Strasbourgeois y pensent. Alors c'est vrai que le dispositif de sécurité, il y a beaucoup de contrôles, il y a des pertes de temps pour y aller, donc ça casse un peu l'ambiance. Mais globalement, la sécurité passe avant tout. Donc le marché a repris son cours normal et l'institution du marché de Noël est plus forte que tout. Allez, justement, on va se rendre à Strasbourg, retrouver le maire de la ville, Roland Ries. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct de Strasbourg avec nous ce matin. On a donc vu ce reportage sur le marché de Noël. Un an après, est-ce que pour vous, le traumatisme de l'attentat est encore présent ? Oui, bien sûr, il est encore présent. Et j'ai reçu l'autre jour les familles des victimes. On a commémoré le 11 décembre, aussi bien du côté de ces familles que globalement dans la population. Le 11 décembre 2018 est gravé dans les mémoires. Mais ceci dit, la vie continue. Je pense qu'il ne faut surtout pas céder et se rendre en quelque sorte aux arguments des terroristes qui veulent empêcher notre vie de fonctionner à Strasbourg comme ils souhaitent le faire ailleurs. Donc il faut continuer, il faut résister d'une certaine manière. Est-ce qu'il y avait des inquiétudes chez les commerçants et chez les Strasbourgeois sur ce marché de Noël ? Alors, ce qu'on peut dire là-dessus par rapport à l'édition 2019,
la 450e quand même du marché de Noël de Strasbourg, c'est qu'il y avait effectivement le traumatisme du 11 décembre 2018, mais à cela est venue s'ajouter la situation que nous connaissons aujourd'hui avec les grèves et les difficultés d'accès à Strasbourg. Les deux, ajoutés l'une à l'autre, font effectivement une situation particulière. Je suis quand même heureux que la fréquentation soit très comparable à celle des années précédentes. On devrait atteindre les 2 millions de visiteurs comme les années précédentes. Vous parliez de ces grèves, hein, ça veut dire que le mouvement social, les grèves annoncées, elles n'ont pas impacté Strasbourg, elles n'ont pas impacté la fréquentation de ce marché de Noël à l'heure où on se parle? C'est encore un petit peu trop tôt pour porter un jugement définitif, mais ce que me disent les professionnels, ce que me disent les commerçants aussi, c'est que notamment les week-ends, il y a beaucoup de monde, et moi-même, je me suis promené ce week-end dans les allées du marché de Noël. Incontestablement, il y a vraiment beaucoup de monde. Certains disent trop de monde. Il y a aussi un mouvement, il faut le dire, de Strasbourgeois, notamment ceux qui habitent dans le cœur de la ville, qui sont un peu excédés aujourd'hui de tous ces contrôles et des difficultés de la vie quotidienne que génère le marché de Noël. Il va falloir faire le bilan, mais personne ne peut arrêter ce marché de Noël de 450 ans. Peut-être faut-il trouver encore des aménagements de sécurité supplémentaires pour assurer une meilleure fluidité de l'accès au cœur de la ville. Justement, cette irritation des Strasbourgeois, vous en parliez, c'est à la une de l'édition de Strasbourg des dernières nouvelles d'Alsace. Aujourd'hui, on va la voir, les contrôles irritent les Strasbourgeois. Est-ce que, quand on est maire comme vous, c'est difficile de trouver un équilibre entre sécurité et liberté de circulation? Évidemment, c'est difficile. Personne ne peut aujourd'hui prendre la décision de supprimer ces mesures de sécurité. Elles sont indispensables dans le contexte d'aujourd'hui et probablement elles dureront un certain nombre d'années puisque la menace terroriste n'est pas évacuée, loin de là. Donc il faut essayer je dirais, de tenir compte de cela, mais de préserver l'esprit de Noël. C'est un peu contradictoire, je le reconnais. Avoir des policiers, des militaires au milieu de la foule, cela peut paraître contradictoire avec l'esprit de Noël. Mais dans la réalité des choses, on n'a pas le choix. Ou alors, il faut vraiment changer complètement la tradition. Et ça, aucun maire, à mon avis, ne peut le faire, puisque cela fait partie de l'ADN de Strasbourg. Juste au-delà de ce marché de Noël, est-ce que cet attentat qui a eu lieu il y a un an, ça a eu un impact sur l'image, sur la fréquentation de Strasbourg, ou pas du tout depuis un an? Très franchement, je ne pense pas. J'ai été très frappé l'année dernière, au surlendemain de l'attentat, lorsque le marché de Noël a rouvert, il y avait beaucoup de monde, et notamment beaucoup de Strasbourgeois, qui me disaient à l'époque, écoutez, Monsieur Ries, ça fait un certain temps qu'on ne vient plus au marché de Noël, il y a trop de monde, c'est trop compliqué, et puis on le connaît, mais là, on vient, parce qu'il s'agit au fond de résister, et de faire en sorte que personne ne puisse remettre en cause cette tradition strasbourgeoise qui fait partie de notre identité propre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Roland Ries, maire de Strasbourg, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et on le rappelle, se tient en ce moment même donc la 450e édition du marché de Noël de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On l'entendait, Dominique de Montvalon, c'est compliqué quand on est maire de trouver un équilibre entre sécurité et entre liberté de circulation, notamment pour les habitants de la ville. Oui, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé que le maire de Strasbourg exprimait de façon responsable et subtile la situation dans laquelle il se trouvait comme édile, comme responsable de la sécurité et responsable de la ville. Il n'y a pas de solution tranchée. C'est pas choisir la sécurité ou choisir la liberté. Il faut arriver à les combiner. Il a dit ça de façon, je trouve, remarquable. Oui, c'est tout l'objet du reportage ce matin de mes collègues de Strasbourg. Oui. C'est vrai que il y a ces contrôles qui font perdre du temps, qui agacent, mais de notre côté, il n'y a pas vraiment le choix. La menace terroriste est encore à un niveau élevé en France, on l'oublie. Malheureusement, ça nous est rappelé de temps en temps par des attentats. À Strasbourg, il y en a eu à Villeurbanne, il ne faut pas les oublier non plus. Donc du coup, oui, ça fait partie aujourd'hui, malheureusement, des rituels. C'est bon pour le marché de Strasbourg, c'est bon pour le festival des Eurocaines de Belfort, c'est bon pour
toutes les grandes manifestations publiques. Donc oui, aujourd'hui, il faut vivre avec, et la sécurité fait partie des impératifs, des obligations. Mais encore une fois, le maire l'a bien dit, l'identité de ce marché, l'institution et la charge historique, 451 ans, font qu'il résiste à tout. Pierre Dumazeau. Non, tout ce qui vient d'être dit, évidemment, est très vrai. C'est vrai que la balance entre sécurité et liberté, qu'importe le sujet, un marché de Noël, et même dans la vie publique en général, est compliqué. Le maire, il doit s'accorder aussi avec le préfet, notamment également quand on a des détachements de militaires en opération Sentinelle. Il y a encore d'autres normes et contraintes qui s'appliquent. Donc oui, c'est difficile, c'est un subtil équilibre, mais malheureusement nécessaire. Et on va passer à l'autre thème de ce Club des territoires, c'est bien sûr la réforme des retraites. 13e journée de mobilisation aujourd'hui contre cette réforme. L'ensemble des syndicats appellent à manifester, une première depuis 2010. Et la journée d'hier, elle a été marquée par la démission de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, démission qui a bien sûr entraîné de nombreuses réactions. On voit ça avec Alizé Boissin. Il a fini par jeter l'éponge. En quelques jours, le haut-commissaire aux retraites est passé d'habile négociateur de la réforme au maillon faible du gouvernement. J'ai présenté ce jour ma démission au président de la République et au Premier ministre. Mon erreur est d'une légèreté coupable. Je la paye. C'est la dure loi de la responsabilité, de l'exemplarité et de la transparence qui doit s'appliquer à tous et à moi en particulier. Jean-Paul Delevoye a omis plusieurs mandats dans sa déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais surtout, il a continué d'être rémunéré par un think tank après son entrée au gouvernement. Un cumul interdit par la Constitution. Dans sa famille politique, on salue une sage décision. Il a pris une décision d'homme politique responsable qui n'a qu'une finalité, que la réforme à laquelle il a consacré toute son énergie et son talent depuis 2 ans puisse voir le jour. Il a considéré que le projet que nous portons de nouveau système de retraite passait avant les personnes et en tout cas sa personne. C'est un choix très responsable de sa part. Du côté de l'opposition, on n'a pas tardé à se réjouir. La position de Delevoye, fragilisée par les mensonges à répétition et les potentiels conflits d'intérêts, était intenable. Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël. Mais le gouvernement l'assure, la démission du père de la réforme ne remet pas en cause le projet. Cette réforme, elle est là, elle demeure. Et l'objectif que nous avons d'avoir un système plus juste, plus équitable entre nos concitoyens, il demeure et nous ne la retirerons pas. Côté syndicat, même son de cloche. Si la CFDT et la CGT reconnaissent les qualités du négociateur, Philippe Martinez l'assure, ce revirement ne change rien à la grève. Désormais se pose la question du remplacement de Jean-Paul Delevoye, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation a lieu aujourd'hui. La réforme ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye, comme le martèle le gouvernement, Dominique de Montvalon. Oui, la réforme dans ses principes, dans ses objectifs globaux. On va s'apercevoir, à mon avis, dans les heures ou en tout cas dans les courts jours qui viennent, que la situation ne sera pas la même que celle que présentait le Premier ministre il y a quelques jours devant le Conseil économique et environnemental. C'est-à-dire que pour vous, il va devoir plier, il va devoir changer sa réforme. En tout cas, il y aura au minimum des aménagements. Ce qui se passe actuellement en coulisses, sans que nous soyons au courant. Officiellement, il n'y a pas de rendez-vous sur l'agenda du Premier ministre. La vérité, c'est qu'il y a des contacts permanents et que le gouvernement est obligé de composer jusqu'à certains points. Jusqu'à quel point va-t-il reculer? Ça, j'en sais rien. Je me garderai de faire un pronostic, mais on ne se retrouve pas dans la même situation. La démission de Jean-Paul Delevoye ne remet pas en cause le projet du gouvernement. On verra ce qu'il en est dans quelques jours. Mais elle affaiblit considérablement la démarche gouvernementale. Ça reste. Il aurait peut-être dû démissionner plus tôt. Il démissionne maintenant. Ce qui s'est passé reste incompréhensible pour le citoyen normal. Comment n'a-t-il pas été alerté? Comment a-t-il pu lui-même, qui est un homme responsable, qui ne débute pas dans la vie politique, s'abandonner à une déclaration avec des trous dans la déclaration, des oublis, des erreurs? Ça reste absolument incompréhensible. Bon, voilà. Le projet global reste le même. La démarche du gouvernement est évidemment affaiblie. Vous êtes d'accord, Pierre, ça affaiblit? Bien sûr, oui. Évidemment, il y a un affaiblissement sur la réforme générale, sur la crédibilité des négociations. Et puis, plus largement, je trouve que l'affaire
Delevoye, en fait, c'est quoi? C'est un haut commissaire qui, il le dit lui-même, a rempli avec légèreté sa déclaration à la haute autorité. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, surtout dans ce monde politique alimenté par cette espèce de tous pourris, tous les mêmes, etc., remplir avec légèreté une déclaration à la haute autorité, continuer à être rémunéré alors qu'on est au gouvernement en désaccord, en viol de l'article 24 de la Constitution, je trouve que c'est gravissime. Et pour moi, ça va plus loin évidemment que cette réforme des retraites qui déjà était mal engagée. De toute façon, Matignon a déjà repris la main depuis le début de la sortie des premières affaires de Delevoye. Donc la réforme, elle va suivre son bonhomme de chemin avec les négociations, mais ça alimente, ça ne fait qu'alimenter le climat actuel qui, à mon sens, c'est déjà démocratiquement, on est déjà en danger. Il y a déjà une suspicion énorme, une abstention énorme à chaque élection. Et là, il y a ça. Enfin, c'est pas sérieux. Ça fait absolument pas sérieux. Ça fait absolument amateur. Et j'allais dire, on se croirait revenu au quinquennat de François Hollande, mais c'est même pire. C'est dire le niveau. Oui, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment le chef de l'État peut se laisser enfermer dans des pièges aussi gros, à savoir un oubli de 13 mandats, dont certains rémunérés alors qu'on est au gouvernement, alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est des choses qui me dépassent. Oui, on sait que pour nommer d'autres ministres, pour former les précédents gouvernements, il y avait eu des vérifications très pointues du patrimoine, des conflits d'intérêts, etc. Là, Jean-Paul Delevoye, sans doute par sa réputation d'homme intègre, de négociateur, conseiller économique et social, médiateur, bref, bon, je pense qu'on n'a pas pris cette peine-là, grave erreur. La première. La deuxième, en effet, Jean-Paul Delevoye, il vient entre guillemets de l'ancien monde. C'est-à-dire à l'époque où il était ministre, on ne déclarait pas ses intérêts. Et là, le monde, il a changé. Donc les Français ont découvert qu'on pouvait être ministre et rémunéré par ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion privé à hauteur de 5 360 € par mois, ce qui quand même représente... On n'a pas le droit, mais voilà, on peut l'être. C'est un constat. Voilà. C'est un constat. C'est du factuel. Donc voilà, les Français découvrent qu'on peut avoir à la fois un salaire tout à fait justifié de ministre, puisque ministre c'est une fonction, et qu'à côté, on est rémunéré 5 380 € par mois, qui correspond à 2,5 fois ce que gagne le Français médian. Donc du coup, oui, à un moment donné, ça décrédibilise l'équipe en place, ça décrédibilise la réforme. Or, ces réformes, pour qu'elles passent, il faut qu'il y ait deux gagnants. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement sorte gagnant en disant « Voyez, j'ai réussi à garder mes principes ». Et il faut quand même que les syndicats obtiennent quelque chose. Tout à l'heure, il y avait Damien Abad. En 2010, Éric Woerth, il avait fini par lâcher la pénibilité. Il avait quand même lâché quelque chose. Là, il va falloir lâcher quelque chose, au moins aux syndicats réformistes. Le CGT, c'est pas possible. Donc maintenant, voilà. Ce quelque chose, c'est forcément l'âge d'équilibre ? Oui. Ce matin encore, il le refait juste avant d'aller défiler, à part de la CGT, mais défiler dans le cortège global, donc c'est très significatif. Laurent Berger, le patron de la CFDT, insiste à nouveau auprès du gouvernement en disant il faut revenir sur cet âge. C'est le plus visible. Appelons ça âge pivot pour être clair. Et l'idée, c'est, vous ne pouvez pas appeler au dialogue social et nous appeler à prendre nos responsabilités si vous avez déjà exprimé, formalisé la conclusion à laquelle nous devons aboutir, les délais et la démarche. C'est quand même incompréhensible. En tout cas, c'est quelque chose qui n'accepte pas. Mais depuis le début, on a été plusieurs à remarquer que la conduite du gouvernement vis-à-vis de la CFDT et plus généralement des syndicats réformistes était... Désolé, mais c'est le mot incompréhensible. Ah bah évidemment, incompréhensible. Et voilà. le gouvernement va devoir donc il va bouger. Il va bien obligé. Pour amener à lui la CFDT. Je pense que ça va être très compliqué, en tout cas, de rester, que le gouvernement reste sur ses positions. Il va essayer. J'en doute pas, quitte à avoir à nouveau des périodes de blocage, de grève, quitte à reculer l'agenda, mais je ne vois pas comment cette réforme peut passer en l'état, avec tous les syndicats contre le gouvernement, Laurent Berger inclus. Et cette question de l'âge, on va le voir avec vous, Alex, puisque tous les mardis, vous plongez pour nous dans les archives, que ce n'est pas la première fois que les gouvernements s'intéressent bien sûr à cette question de l'âge. On va regarder ça. Et
donc, ce n'est pas la première fois qu'on demande aux Français de travailler plus longtemps. Vous êtes plongé dans les archives pour voir les gouvernements précédents, comment ils justifiaient ces réformes. Et oui, l'exemple marquant, c'est la réforme des retraites de 2010 menée par Nicolas Sarkozy qui recule l'âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy justifie ce recul par le déficit du régime des retraites. Écoutez-le. Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps. Et le rendez-vous ne pouvait plus être différé. Pourquoi? Parce qu'il en allait de la certitude pour les retraités d'aujourd'hui, pour les retraités de demain, que leur retraite soit payée. Il y a 15 millions de retraités en France. À la minute où je vous parle, pour 1,5 million d'entre eux, les retraites sont payées par emprunt à la banque. Cette situation ne peut pas durer. Et à l'époque, pour la gauche, cet argument budgétaire ne tient pas face à l'acquis social que représentait la retraite à 60 ans. Et dans les débats de 2010, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Mauroy, qui est sénateur à l'époque, raconte comment le gouvernement de François Mitterrand en 1982 a avancé l'âge de départ de 65 ans à l'époque à 60 ans. Écoutez Pierre Mauroy. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, en 82, nous avons tout de suite proposé la retraite à 60 ans. Ça a été un immense espoir de toutes les revendications ouvrières et autres. D'ailleurs, ça a été la plus importante et elle est restée la plus importante et elle le restera dans l'histoire sociale de la France. C'est bien qu'en catimini, presque, la liquider de cette façon, ça n'est pas possible. Et 2 ans plus tard, en 2012, la gauche socialiste va revenir au pouvoir et elle ne rétablira pas la retraite à 60 ans, bien contente de profiter de la réforme de Nicolas Sarkozy. Et les socialistes vont même aller plus loin en demandant également aux Français de travailler plus longtemps avec l'allongement de la durée de cotisation progressivement à 43 ans en 2035. Et écoutez les arguments de la gauche, ils sont assez proches de ceux de la droite. Écoutez. Le gouvernement avait inscrit la réforme des retraites à l'agenda de 2014, mais déficit des comptes publics oblige, c'est dès cette année que Jean-Marc Ayrault s'occupera de la bête noire des gouvernements. La commission mise en place ce matin doit lui permettre d'aborder la concertation avec les partenaires sociaux, avec plusieurs pistes sous le bras. Il nous faut d'abord consolider l'équilibre financier de nos régimes de retraite dans les prochaines années, puisque la réforme votée sous le précédent gouvernement n'a pas permis d'assainir ou de consolider ces régimes de retraite. Voilà, avec les retraites, quel que soit le camp politique, à la fin, c'est toujours le déficit qui gagne. Et voilà, merci pour ces archives toujours très éclairantes. On va remercier Sylvia Buissonneau qui vous aide à les retrouver chaque semaine. Dominique de Montvalon, est-ce que, encore une fois, la réalité financière va l'emporter cette fois-ci? La réalité... Je tique un peu devant votre formulation. La réalité financière, est-ce que finalement c'est pas une expression taboue. Est-ce que c'était utopique de croire qu'on pouvait faire une réforme systémique sans toucher aux paramètres? C'était l'idée de départ de cette réforme. C'était pas utopique, c'était intelligent politiquement. Je pense qu'il faut découpler les deux choses. Mais moi, je suis frappé. Je relais... parce que je l'entends comme journaliste, le discours notamment de la CFDT et des syndicats réformistes, ils insistent lourdement sur le fait que trouver l'équilibre financier du système des retraites, ce n'est pas une expression taboue, ce n'est pas un scandale. Ils réclament simplement que la conclusion ne soit pas posée à l'avance, avant qu'ils se soient assis autour d'une table par le gouvernement, et qu'on leur laisse, j'entends ce que dit encore ces dernières heures Laurent Berger, qu'on leur laisse une année pour démontrer qu'ils sont capables de trouver des solutions et de se mettre d'accord. Et puis c'est simple, au bout d'une année, si ce n'est pas le cas, le gouvernement à ce moment-là reprend les billes. C'est incroyable la situation dans laquelle on s'est trouvé, où le gouvernement a dit dialogue social, ouverture, les syndicats ont un rôle à jouer, ça ne tombe pas de façon jupitérienne du sommet de l'État, et en réalité tout était posé et clairement tentative de l'imposer. Ça ne marche pas. Oui, les syndicats, pour eux, la négociation, ça commence maintenant. C'est-à-dire les syndicats,
tout ce qui s'est passé depuis 2 ans avec M. Delevoye et le gouvernement, c'est des discussions pour eux informelles. Mais une négociation, ça commence quand on a un texte, voilà, on pose le texte sur la table et on négocie autour de ce texte. Donc pour eux, ça n'a pas commencé. C'est ce que le gouvernement a du mal à comprendre. Ils croient que la concertation qu'ils ont fait pendant 2 ans, c'était une négociation. Non, la négociation, ça commence maintenant. Oui. Après, je voudrais revenir sur Pierre Mauroy quand même, parce qu'il faut avoir discuté avec Jacques Attali, Jean Glavany et ceux qui à l'époque conseiller François Mitterrand. La retraite à 60 ans, d'accord, c'est un acquis social, etc. La gauche l'a vendu comme ça, mais c'est surtout à l'époque, et Jacques Attali le dit très bien, un grand plan social au niveau national. Pourquoi ? Parce que quand la gauche arrive au pouvoir, elle sait qu'il faut encore fermer des mines, qu'il faut fermer des hauts fourneaux, que les entreprises sont en sureffectif, et donc on a mis la retraite à 60 ans pour permettre aux gens de partir. Pour équilibrer, pour équilibrer les deux choses. Les deux choses et éviter un chômage qui aurait été vraiment massif. Donc voilà, l'acquis social. Donc à l'époque, il fallait contrôler un chômage massif. Et maintenant, c'est un déficit massif qu'il faut contrôler et faire face à une réalité sociale et sociologique. C'est-à-dire que cette retraite à 60 ans, elle a produit des baby-boomers heureux de pouvoir la prendre. Et aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer à des gens qui voient leurs aînés heureux, entre 60 et 70 ans, qui vont devoir travailler. Et maintenant, dernière question, Pierre, c'est comment on en sort? Et c'est un papier dans la lettre de l'expansion. Vous le dites, retraite, la peur de l'enlisement inquiète l'exécutif. Oui, c'est c'était ce titre, je trouve, résume assez bien la peur. J'avais écrit une première version de ce papier en début de semaine où on m'avait dit il faut que Jean-Paul Delevoye était encore là. Il me dit il faut que ça s'arrête parce que là c'est insupportable, ça brouille le message. Et en gros on disait nous quand on va sur les plateaux télé, on nous parle de Jean-Paul Delevoye et pas du tout du fond de la réforme. J'ai réécrit ce papier un petit peu dimanche soir parce que ça allait très très mal pour Delevoye. Effectivement, peur de l'enlisement parce que comment dirais-je, on a de plus en plus de mal à expliquer le fond de cette réforme. Les Français, finalement, essaient de comprendre, mais on parle d'âge pivot, de points, l'opposition parle de retraite par répartition, enfin, tout ça est mélangé, non seulement est mélangé, et ensuite il est brouillé. Brouillé par un message politique extrêmement vacillant, parce que Jean-Paul Delevoye, effectivement, est parti. L'Élysée dit que Jean-Paul Delevoye doit être remplacé dans les plus brefs délais. La question, c'est pourquoi doit-il être remplacé au moment où Matignon reprend la réforme et où le calendrier, je le rappelle, c'est quand même le 22 janvier sur la table du Conseil des ministres. Donc nommer un haut-commissaire pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois, quel sens ça a, alors qu'il n'y a pas vraiment de casting en plus vraiment très bon. Donc effectivement, là, c'est vraiment cette peur de l'enlisement et que cette réforme traîne en longueur. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler puisque cette bataille sur la réforme des retraites est partie pour durer. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Calais retrouver nos partenaires de la Voix du Nord. Bonjour Éric Dochard, vous êtes journaliste à la rédaction de Calais. Vous allez nous parler d'un tout autre sujet. Vous allez nous parler d'un dragon qui vise à redorer l'image de la ville. Dites-nous tout. Bonjour, effectivement, depuis le 1er novembre, un dragon s'est échoué à Calais. Il est arrivé par la mer, c'est un dragon des mers. Il s'est baladé pendant plusieurs jours dans la ville, pendant 3 jours. C'était un grand spectacle qui attirait jusqu'à 400 000 personnes pendant ces 3 journées. Et puis finalement, ce dragon, il a été apprivoisé par les habitants, apprivoisé par la ville. Et il a décidé de rester ici. On lui a construit un joli abri. Et maintenant, ce dragon va permettre à une 50aine de personnes de pouvoir faire des balades en ville. C'est le gros projet de l'année 2019 à Calais. La municipalité mise beaucoup sur ce dragon. Effectivement, c'est vraiment le projet phare de la municipalité actuelle. C'est un projet d'ensemble qui vise toute une restructuration de la ville et surtout du front de mer. On a un front de mer qui est actuellement en travaux. Il va être refait de A à Z et le dragon est une partie de cette grande rénovation du front de mer. L'idée est simple, l'idée c'est d'attirer un maximum de touristes, d'attirer un maximum de monde pour faire revivre un peu l'économie calaisienne qui a été fortement touchée entre les années 2013 et 2016 par la pression migratoire. Un mot sur un autre sujet, un mot sur le Brexit avec vous et Éric Dochard. On imagine que ça inquiète ce Brexit à Calais. Calais qui veut rester tourné vers la Grande-Bretagne malgré tout. Oui, il n'y a pas tellement d'inquiétude au niveau de la population par rapport à ce Brexit. Tout est prêt ici à Calais pour dire d'absorber les nouveautés qui pourront avoir lieu, notamment au niveau des douanes, que ce soit du côté du port ou du tunnel. Ici, tout est prêt pour accueillir le Brexit.
Le Brexit, ça veut aussi dire, pourquoi pas, le retour d'une forte clientèle britannique, comme on a connu avant l'arrêt du duty free en 2000. Il y avait énormément d'Anglais qui venaient consommer à Calais. Et la volonté ici, en tout cas des collectivités, de la mairie, c'est d'essayer d'avoir une zone dédouanée, une zone duty free qui revienne, pour dire justement que les Anglais, qui sont de grands consommateurs et qui ont déserté un peu le territoire pendant plusieurs années, puissent revenir en nombre et donc faire revivre économiquement aussi, en plus du Dragon, en plus de tout ce qui a été fait, de faire revivre l'actualité, l'activité commerciale à Calais. Et un dernier mot pour terminer sur les municipales. Natacha Bouchard, maire de la ville, qui brigue un troisième mandat. Est-ce qu'elle peut être inquiétée au municipal de mars prochain? Je ne sais pas si elle peut être inquiétée. En tout cas, c'est vraiment la grande favorite de la prochaine élection. Elle part avec la prime du maire sortant, qui lui donne quand même une avance sur ses autres concurrents. Face à elle, on a une liste d'union de la gauche, une union de la gauche qu'on a connue à Calais entre 1971 et 2008, avec le Parti communiste, le Parti socialiste. Là, cette union s'est un peu élargie. PS, PC, Insoumis, Europe Écologie, Génération. Mais c'est une liste qui est partie un peu tard, qui part un peu de loin, qui n'a pour l'instant encore ni tête de liste ni programme. Donc ce serait une grande surprise de voir cette liste déboulonner Natacha Bouchard. Et à côté, il y a aussi une liste du Rassemblement national, mais le Rassemblement national ici a fait le choix de parachuter un candidat, au contraire d'avoir mis en place quelqu'un du cru, ce qui a provoqué quand même un peu une explosion du parti à Calais, dans le Calaisis, et tous ces éléments font effectivement que Natacha Bouchard reste la grande favorite pour rester maire en mars 2020. Merci beaucoup, merci Eric Dochard d'avoir été avec nous. On va regarder la une de La Voix du Nord. D'un côté, il rempile, ce sont bien sûr les manifestants contre la réforme des retraites. De l'autre côté, il renonce, c'est Jean-Paul Delevoye. Voilà pour cette une, merci d'avoir été avec nous. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans les autres quotidiens régionaux, et ça c'est avec vous Alex. Et Alex, on commence avec la Provence. Et oui, Jean-Paul Delevoye à la retraite, le jeu de mots un peu facile trouvé par la Provence, un jeu de mots qu'on a beaucoup entendu pendant la journée d'hier, marqué par la démission du haut-commissaire à la réforme des retraites. Alors pour le patron de la Provence, Franz-Olivier Gisbert, dans son éditorial, eh bien, c'est un peu une fable à la française. C'est l'histoire de la perle rare trouvée par Emmanuel Macron, fleuron de la chirarchie, qui connaissait sur le bout des doigts le sujet des retraites, qui savait dialoguer avec les syndicats. Jean-Paul Delevoye, c'était aussi un des fidèle de la première heure aux côtés d'Emmanuel Macron. Et 3 mois après son entrée au gouvernement, patatras, catastrophe, c'est la démission. Dans Midi Libre aujourd'hui, Alex. Eh bien, dans Midi Libre, on revient sur cette 12e journée de grève contre la réforme des retraites, avec aujourd'hui une grande journée de mobilisation et beaucoup de monde dans la rue, plusieurs catégories professionnelles, les cheminots, les enseignants, également le personnel hospitalier aujourd'hui, et puis les chauffeurs routiers vont également se mobiliser pour une grande journée de colère sociale. Et à la une du Républicain Lorrain. Et oui, et cette grève contre la réforme des retraites perturbe les usagers, mais elle perturbe également le travail du Père Noël. Et oui, le Républicain Lorrain s'est intéressé aux conséquences de la grève sur les livraisons de cadeaux de Noël. Et il y en a avec un reportage dans l'usine du géant du jouet Hasbro. Et dans sa plateforme logistique à Creuswald, en Lorraine, eh bien, les conséquences sont réelles, avec des camions de livraison qui ont, pour 10% d'entre eux, à chaque fois une journée de retard, et l'entreprise ne peut pas se le permettre. Donc des retards qui arrivent dans un contexte où l'envie des clients d'aller acheter des cadeaux de Noël n'est pas au plus haut. Et donc voilà, cet impact des grèves se conjugue à une baisse de la fréquentation générale dans les commerces de centre-ville. Et après le Père Noël, on va parler des crèches. C'est à la une de Corse Matin. Et oui, on va parler des crèches qui fleurissent dans les mairies de Corse, où en Corse, il n'y a pas de polémique sur la laïcité. Et les maires corses sont très attachés à l'installation de leurs crèches de Noël dans les mairies, et notamment dans la commune de Ghisunaccia. Je le prononce bien, Très bien, bravo. Très bien. Où le maire élu depuis 2008 l'assure, il a toujours connu une crèche de Noël dans sa mairie. Même en 2014, où à l'époque le Premier ministre Manuel Valls était très hostile à ces symboles religieux dans les mairies.
plus qu'un symbole religieux, c'est surtout une tradition, une culture qui perdure pour les mères corses. Voilà, 20 sur 20 en langue corse. Bravo Alex. On a une minute pour regarder vos deux unes. Pierre, on commence par la une de la lettre de l'expansion, votre édito gros temps. Oui, sur tout ce qui s'annonce pour le gouvernement, édito écrit, alors que Jean-Paul Delevoye était encore en poste, mais c'était déjà très compliqué. On l'avait senti venir. Exactement, on s'achemine quand même vers une semaine extrêmement compliquée. La semaine prochaine, c'est Noël, et je pense que ce sera encore très difficile. Et 30 secondes pour les dernières nouvelles d'Alsace. On a vu la une de Strasbourg. La une, c'est Mardi Noir en perspective. C'est l'autre une des DNA. Oui, donc 3e édition et puis 2e mardi de grève juste avant Noël, avec en effet les questions que se posent les consommateurs, enfin les Français. On l'a vu dans le Républicain Lorrain. Est-ce que je vais pouvoir être livré si j'ai commandé des cadeaux? Et puis, est-ce que je vais pouvoir me déplacer pour les fêtes de Noël si j'ai besoin de me déplacer? Il faut quand même savoir, petite précision, Paris est bloqué, mais la province n'est pas bloquée. À Épinal, à Strasbourg, on circule. Et voilà, et c'est important de le dire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.